Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce bon dimanche parce qu'aujourd'hui c'est les cours du dimanche. Les cours du dimanche tous les dimanches à 14 heures pour vous apprendre de nouvelles choses, que ce soit dans le monde de l'informatique ou dans le monde en général. Aujourd'hui, nous allons avoir un petit cours sur les composants d'un ordinateur. C'est mal cadré, c'est dommage, j'avais pas pensé à ça. C'est mal cadré, voilà. Les composants d'un ordinateur. Les composants d'un ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est bon bah en fait tous les composants qui, euh, qui sont présents dans votre ordinateur, qu'ils soient fixes, de bureau ou portables. Eh bien, commençons. Alors tout d'abord, les composants d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Bah, votre ordinateur, c'est une machine. Une machine, elle ne peut pas marcher toute seule. Elle doit forcément avoir des composants intérieurs, des matériaux qui vont faire en sorte que votre machine marche en cohésion avec chacun des composants qui sont dedans et faire en sorte que vous puissiez jouer, que vous puissiez utiliser votre ordinateur pour avoir les suites Office, etc., etc. Mais comme ça, mais tout cela, comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, on a l'élément phare d'un ordinateur, que ça, toujours dans tous les cas, ça sera toujours soit PC portable ou PC fixe. Dans les deux cas, il y a les mêmes composants, sauf qu'il y a différentes échelles, à différentes tailles. Et bien sûr, le PC fixe a la possibilité de changer ce composant, alors que le PC portable, lui, c'est beaucoup plus difficile. Il faut vraiment des matériaux adaptés. Alors, le PC, un ordinateur, le composant principal qui est présent dans tous les ordinateurs et qui est obligatoire d'être présent et qui soit fonctionnel et totalement sans souci, c'est, ça va marcher, la carte mère. La carte mère, c'est le composant, c'est vraiment la base de votre ordinateur. C'est le composant qui va juste récupérer la plupart des autres composants et les lier entre eux. C'est vraiment la base de votre machine. Si vous n'avez pas de carte mère, vous pouvez rien faire. Bon, si vous n'avez aucun des autres composants, il y a des chances que vous puissiez aussi ne rien faire. Mais en tout cas, la carte mère, c'est vraiment l'élément le plus indispensable. Pour ceux qui l'auront remarqué, la carte mère a plusieurs ports de ce côté-là. Attention, ma souris, voilà. La carte mère a plusieurs ports de ce côté-là. Et bien, ces ports-là, ce sont des ports externes qui vous permettent de pouvoir brancher plusieurs outils différents. C'est là que vous branchez votre souris, votre clavier, le câble Ethernet, etc. Des prises USB supplémentaires au cas où vous auriez besoin. Mais en tout cas, votre carte mère, c'est celle qui va récupérer tous les composants et les lier entre eux pour pouvoir les faire fonctionner ensemble. Ça, c'est votre carte mère. Eh bien, avec cette carte mère, qu'est-ce que vous pouvez lier? Déjà, vous voyez ce petit socle? Il peut contenir un CPU. Un CPU qu'on appelle aussi le processeur, c'est le petit composant qui est soit de Intel, soit AMD actuellement parce que c'est les deux marques les plus connues et reconnues. Le processeur, c'est celui qui va faire tous les instructions de votre ordinateur. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez un message à votre ordinateur, eh bien c'est le CPU qui va se charger de comprendre ce que vous voulez faire, ce qu'il va faire et de pouvoir faire ce qui est demandé. Par exemple, lorsque vous lancez une application, par exemple, si vous lancez votre navigateur, le navigateur étant une application, mais qu'on appelle navigateur pour les langages d'usage, et bien lorsque vous lancez votre page internet, votre navigateur, eh bien c'est CPU qui va récupérer l'information comme quoi vous avez cliqué sur votre, votre bouton de navigateur et donc qui va faire le calcul en mode je vais chercher où est placé le chemin pour trouver tous les navigateurs et je vais le lancer. Et là, c'est lui qui va le faire le calcul de alors il a lancé la page par défaut, donc on va chercher quelle est la page par défaut. Et donc, en recherchant la page par défaut, je vois que c'est celui-là qui va sur ce protocole HTTP. Tout le calcul se fait par le processeur. Ensuite, avec le processeur, bah, en fait, étant donné qu'il a tellement d'instructions, qu'il est tellement utilisé, qu'il est tellement demandé par toute la machine, eh bien, il chauffe très très fort, très très vite. Et bien, c'est pour ça qu'on a besoin d'un ventilateur. Bon, le ventilateur, je vous explique pas trop à quoi ça sert. Vous savez très bien ce que c'est qu'un ventilateur. C'est principalement, ça lui permet de refroidir. Pas seulement que le CPU, vous avez plusieurs ventilateurs dans votre PC, mais vous avez un ventilateur spécial, rien que pour le CPU, pour le refroidir, parce que le CPU chauffe vraiment très très vite. Et d'ailleurs, à savoir que si votre machine a parfois quelques ralentissements, si ça fait des années que vous avez votre PC et qu'il a quelques ralentissements, c'est parce que en fait votre CPU chauffe beaucoup trop comparé à ce que le ventilateur peut refroidir. Donc l'une des méthodes pour pouvoir réparer votre PC,
c'est de enlever le ventilateur, mettre une pâte, je ne vais pas vous expliquer maintenant, mais mettre une pâte thermique, ça s'appelle une pâte thermique, qui va refroidir votre CPU en utilisant votre ventilateur. Ça, c'est la petite astuce pour pouvoir réparer votre PC si ça fait plus de 3, 4, voire même 5 ans que vous l'utilisez et que vous n'avez toujours pas réparé. Déjà, d'une, enlevez la poussière, si vous voulez le réparer, enlevez la poussière. Et ensuite, si c'est spécialement dû à votre CPU que vous avez des problèmes, décoller le ventilo. Faites attention, pour décoller le ventilo, c'est très très difficile et ça peut potentiellement casser votre. Vous pouvez faire une mauvaise manip, donc faites bien attention. Mais si vous y arrivez, enlevez votre ventilateur, mettez une pâte thermique entre le ventilo et le CPU, et là vous pourrez normalement avoir de meilleures performances pour votre machine. Alors, autre outil qui vous permet donc de pouvoir faire marcher votre machine, c'est la barre RAM. Qu'est-ce qu'une barre RAM? C'est une petite barre qui va garder les valeurs temporairement que vous utilisez pour votre machine. Par exemple, votre machine a besoin de faire plusieurs calculs, plusieurs informations, plusieurs instructions qui seront données par le CPU. Eh bien, ces informations ont besoin d'être stockées dans des valeurs. Eh bien, c'est la RAM qui va récupérer ces valeurs, qui va les garder, qui va les stocker, et pour voir jusqu'à combien de valeurs vous pouvez stocker. Actuellement, on part sur des barres de 2 Go, 4 Go, 16 Go, 32 Go. Mais pour vous, actuellement, aujourd'hui, en 2019, la moyenne des barres, franchement, sur votre PC, si vous n'utilisez pas sur votre PC, la bonne moyenne c'est 4 Go. 4 Go. Franchement, 4 Go, vous pouvez faire la majorité des choses que vous voulez faire. Pour les personnes qui sont plus intéressées par tout ce qui est domaine graphique, tout ce qui est force de calcul, tout ce qui est nécessité d'avoir un bon PC de calcul, partez plutôt sur du 8 Go, 12 ou 16 Go plutôt, 16 Go. 16 Go de RAM, c'est même, c'est très beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment si vous avez besoin de faire du montage vidéo, jouer dans les jeux vidéo, mais dans des qualités vraiment extrêmes, tout ce genre de choses, vraiment quand vous avez besoin de beaucoup de force de calcul, eh bien, prenez des 16 Go, 8 à 16 Go, voire même 32 Go si vous pouvez vous le permettre, mais c'est vraiment très très cher, donc faites gaffe. Mais en tout cas, pour des utilisations lambda, 4 à 8, 4 Go, 8 Go, c'est largement suffisant. Mais comment marche la barre de RAM? Eh bien, tout simplement, pour vous expliquer, imaginez que vous avez une barre de RAM. Bon, il y a déjà une valeur dessus, c'est pas grave, on peut toujours regarder. Imaginez que vous avez une barre de RAM et donc vous avez besoin de lui donner des informations et en disant que les informations qu'on veut lui donner c'est 12, 24, 33, 82, 45, 20. Ok, bah, comment on va faire ça? Bah, tout simplement, on va prendre le 12 et on va le mettre. On va prendre le 24 ensuite, on va le mettre. Bon, c'est un peu moche ce qui se passait. On va mettre le 33, on va mettre le 82, on va mettre le 45, on va mettre le 20. Et bien voilà, votre barre de RAM, c'est ça. Votre barre de RAM a récupéré toutes les informations qu'ils ont été demandés de récupérer et de les garder en mémoire. Donc vous avez un 12, un 24, un 33, un 82, un 45, un 20. À savoir que si vous éteignez votre PC, eh bien votre barre de RAM est réinitialisée. Donc si vous réinitialisez votre PC, votre barre de RAM est mise à vide et donc vous n'avez plus du tout d'informations qui sont récupérées, qui sont gardées en mémoire dans votre barre de RAM. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment une mémoire temporaire. Et bien qu'est-ce qu'on va faire avec cette barre de RAM? Eh bien, sur cette barre de RAM, généralement, on va leur demander, bah, en fait, j'aurais besoin de savoir quelle est la troisième valeur que je viens de te donner. Et donc, est-ce que tu pourrais me la donner? Eh bien, très facile, on a juste à compter. Donc, première, deuxième, troisième valeur. Bah, la troisième valeur, c'est 33. Donc, je vais récupérer le 33 et je vais te la donner. C'est comme ça que marche la barre de RAM. C'est tout simplement, on va récupérer des valeurs, on va les stocker. Et lorsqu'on nous demande de savoir quelle est la valeur qu'on a enregistrée, eh bien, on va lui donner, tout simplement. Voilà, voilà. Ça, c'était une barre de RAM. Maintenant, vous avez vu que la barre de RAM, ça gardait en mémoire temporairement. Et maintenant, on va voir le disque dur et le SSD qui, eux, gardent en mémoire, mais de façon continue. Il existe deux types de disques durs. Les HDD, les gros disques durs que vous avez, celui qui stockera le plus de données dans votre PC actuellement, parce que c'est vrai que les SSD commencent à battre un peu le niveau. Et vous avez le SDD. Quelle est la différence? Alors actuellement, le HDD, c'était les anciens disques durs. C'était vraiment à l'ancienne.
les premiers disques durs qui étaient existants à l'époque et qui permet de stocker plusieurs, plusieurs Tera de données. Vous pouvez avoir des disques durs à 3 Tera. Actuellement, j'ai un disque dur de 3 Tera et c'est principalement pour stocker des données. Donc tout ce qui est photos, vidéos, séries, films, etc. Vraiment plein de choses pour pouvoir stocker de la donnée. Et jeux vidéo aussi, bien sûr. Et c'est le premier disque dur qui étaient sortis et qui vous permettait de stocker le maximum de données tout en étant plutôt facilement accessible. Mais quand même, ça prenait du temps. Pour les plus anciens d'entre vous, si vous vous souvenez des anciens disques durs, votre OS, votre, euh, votre Windows, votre Linux ou quoi que vous utilisiez, ils étaient stockés dans ce gros disque dur. Et si vous vous rappelez à l'époque, lorsque vous allumez votre machine, vous mettiez 10 minutes pour l'allumer. Vraiment, vous appuyez sur le bouton, vous attendez 10 minutes, vous avez le temps de faire ce que vous vouliez. Vous pouvez aller aux toilettes, vous faire un café, vous partir au travail et revenir. Et c'est que à ce moment-là que la machine pouvait se lancer réellement. Eh bien, ça c'était parce que votre OS était stocké dans ce gros disque dur. Eh bien, on a voulu pallier ça. On a voulu faire en sorte que, bah, en fait, on en a marre d'attendre 10 minutes. C'est pas possible d'attendre 10 minutes. Eh bien, on a créé les SDD. Les, les SSD plutôt. Oh là, je me suis trompé. Les discuteurs SSD. C'est pas SDD, c'est SSD. Et donc, pour le SSD, eh bien, comparé aux disques durs qu'on avait à l'époque, qui sont des HDD, eh bien, l'accès aux informations qui sont dans le SSD sont très rapidement accessibles. Malheureusement, actuellement, le SSD ne comporte que très très peu de mémoire. Pour tout vous dire, pourquoi est-ce qu'on utilise toujours le HDD alors que le SSD a l'air d'être vraiment largement mieux? C'est tout simplement parce que le SSD, la mémoire qu'il peut stocker, est très très chère. En fait, actuellement, vous aurez sûrement des SSD dans vos machines qui ont 64 Go, 128 Go, 256 Go, grand maximum. Plus, c'est beaucoup trop cher pour votre budget. Actuellement, je crois que le SSD à 1 Tera entre guillemets coûte 600 euros à peu près. Je dis des chiffres comme ça, mais vraiment c'est pas loin ça doit pas être ultra loin de la réalité. Il faut avoir les 600 euros, alors que pour 400 euros, vous avez à peu près 3 à 5 terabits de HDD, ce qui est quand même 6 fois plus. Donc c'est pas négligeable. En fait, actuellement, vu que le SSD est très très récent, que la mémoire est très très peu amélioré jusqu'à maintenant, on y va doucement le temps que tout le monde achète toutes les versions de SSD, et bien le prix est beaucoup trop cher comparé à ce que l'on veut pour un SSD en fait. Le temps où vous arriverez à avoir un SSD à 3 Tera qui coûtera pas un bras et qui coûtera au même prix qu'actuellement l'HDD vers les 300-400 euros, on peut attendre quelques années. Ça a commencé à avancer, mais vous pouvez attendre vraiment quelques années avant de vraiment vous dire, bah en fait, je veux avoir un full disque dur SSD pour votre machine et avoir plein de place. Donc vraiment actuellement j'ai 3 terabits de HDD et 126 Go de SSD. Je crois que ça m'a coûté vers les 700-800 euros. Donc déjà c'est déjà pas mal. Donc actuellement le SSD prenez-le juste pour lancer votre OS, donc Windows Linux, et les quelques peu logiciels qui vous demandent beaucoup de ressources. Je cible principalement les jeux qui utilisent vraiment des graphismes colossaux, comme Star Citizen si vous connaissez, comme beaucoup de jeux comme PUBG, comme Apex si vous aimez vraiment que ça soit rapide, mais c'est pas forcément utile parce qu'en vrai Apex, je pense que c'est pas mal optimisé. Minecraft, ça peut être pas mal parce que vraiment Minecraft demande beaucoup de ressources. Vraiment, toutes les machines, tous les logiciels qui vous demandent beaucoup de ressources, mettez-les sur le SSD si vous utilisez souvent parce que la place du SSD étant assez faible, l'utilisez pas pour n'importe quoi en fait. Par exemple, si vous mettez, je sais pas, Excel dessus, bah en fait ça sert à rien, vous gaspillez de la place pour rien. Mettez-le plutôt dans HDD qui va prendre une petite place vraiment légère comparé à ce que vous pourriez utiliser pour les SSD. Pour les logiciels qui sont très utiles pour SSD, je vous conseille vraiment les logiciels de montage vidéo comme Windows Media, Movie Media, comme euh, Adobe Premiere Pro, CC, Photoshop,
tous les logiciels vraiment de montage, Audacity, FL Studio, vraiment les logiciels de montage, ces logiciels-là, si vous les utilisez souvent, ça c'est plutôt l'utilité la plus principale. Si vous les utilisez souvent, mettez-les dans le SSD, ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus rapide, ce sera beaucoup plus sympa. Et pour finir, dernier élément, mais pas le plus important, nous avons les... Ah non, c'est pas le dernier élément, je m'en fous totalement. Les cartes réseau. Si vous avez vu les derniers cours du dimanche de la semaine dernière, la carte réseau, je vous ai expliqué longuement ce que c'était principalement pour vous pouvoir vous connecter à Internet. Là actuellement, il y a des ports Ethernet pour connexion filaire, mais vous avez également des cartes réseau pour connexion Wi-Fi. Ça, c'est comme à votre bon vouloir, vous avez possibilité de faire ce que vous voulez. À savoir que vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte réseau, parce qu'en fait, votre carte mère inclut déjà des ports Ethernet pour pouvoir faire votre réseau chez vous. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à acheter de carte réseau. Moi-même, j'ai pas acheté de carte réseau, mais en vrai, c'est parce que je savais que la carte mère offrait déjà des ports Ethernet. Donc vraiment, j'en avais besoin. Et le Wi-Fi, bon, bah, sur un PC fixe, j'aime pas trop le Wi-Fi pour le PC fixe en tout cas, parce que vraiment, la connexion est tellement débridée comparé à câble Ethernet que bah, je ferais tout pour avoir câble Ethernet. Et ayant goûté à l'Ethernet au filaire, je pourrais pas me repasser en Wi-Fi. C'est impossible, désolé. Donc voilà, la carte réseau, c'est pas le plus important, mais c'est quand même utile de l'avoir. Et maintenant, on va passer au composant le plus important pour nous gamers ou pour vous, monteurs vidéo, monteurs graphiques, animateurs vidéo, graphistes, tout ce qui part sur le visuel, des- du, d'un- des- sur le visuel, eh bien, c'est la carte graphique. La carte graphique, elle, principalement, son rôle, c'est de s'occuper du calcul des animations et du visuel de votre rendu. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tous vos jeux, même votre écran, tout simplement votre écran, passe par une puce graphique. Si vous n'avez si vous n'avez pas de carte graphique, c'est pas grave. Votre carte mère inclut, non, même votre processeur inclut un chipset graphique pour pouvoir quand même avoir un visuel, même si vous n'avez pas de carte graphique. Mais le chipset qui est présent dans la carte mère ou dans le processeur est très très faible. Vous ne pourrez pas aller très très loin dans les animations, dans les calculs, dans les images, dans la beauté d'un jeu, si vous utilisez que le chipset graphique de la carte mère. C'est pour ça qu'on a l'utilité d'acheter des cartes graphiques, pour nous gamers principalement, plus vraiment principalement pour les joueurs, c'est d'acheter une carte graphique pour pouvoir avoir des animations qui éclatent, qui explosent, pour avoir des particules d'eau, des particules de tout et n'importe quoi, que ce soit vraiment bien fait, beau, propre. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'une carte graphique pour pouvoir faire tout ça. Et donc la carte graphique, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reprend un peu les fonctionnalités du processeur et du chipset graphique pour le coup, et met tous dans un même et seul composant qui est la carte graphique. À savoir que dans les jeux vidéo actuellement, tous les AAA, tous les jeux qui demandent le plus de ressources, eh bien, on va plus leur demander d'aller demander de faire des calculs dans le processeur, parce qu'on sait que le processeur parfois il a un peu du mal. À la base, il est utilisé pour des petites applications, et donc lorsqu'on lui demande de faire un gros truc comme un jeu à la Call of Duty ou à la PUBG, eh bien, il n'est pas adapté à ce genre de format. Donc on demande la carte graphique. La carte graphique, on va lui demander de faire tous les calculs d'animation, tous les calculs de, euh, de, de calcul visuel et tout ce genre de choses, parce que lui, il est adapté à ce genre de choses. Lui, sa fonctionnalité, elle est là-dedans, et c'est pour ça qu'il est créé. C'est pour ça que d'ailleurs il a deux ventilos, c'est qu'il a besoin de vraiment une grosse force de calcul, et donc de beaucoup de refroidissement, et donc tout est adapté pour que ce soit la carte graphique qui s'en occupe. Et donc, par la même occasion, bah, chipset graphique qui va vous envoyer les images sur votre écran de ce qu'il a calculé et donc de pouvoir avoir un rendu vraiment magnifique selon votre carte graphique. À faire attention que il existe énormément de types de cartes graphiques, les plus connus étant Nvidia et AMD Radeon. J'ai personnellement une petite préférence pour Nvidia parce que c'est vraiment Nvidia
à montrer et démontrer qu'ils étaient très très bons dans les aspects graphiques et dans les particules. Donc vraiment, moi, mon choix personnel sera vraiment Nvidia. Et pour faire en sorte que tout ça marche, parce qu'il y a besoin quand même de ressources particulières, on a besoin d'électricité. Et pour ça, il faut une alimentation. L'alimentation est le petit boîtier, le petit outil qui va juste récupérer le courant électrique de votre, de votre prise électrique, tout simplement, et le balancer à toute votre machine. Faites attention à savoir combien de watts d'électricité vous avez besoin pour votre machine. Parce que il existe plusieurs alimentations adaptées pour plusieurs machines, donc que ce soit pour les petites ou les plus grandes. Et selon votre machine, vous n'aurez pas forcément euh, vous n'allez pas forcément pouvoir utiliser toutes les alimentations. Si vous utilisez une alimentation trop basse pour votre machine, eh bien, certains composants ne pourraient ne pas marcher. Par exemple, votre carte graphique pourrait ne pas marcher parce que tout simplement votre alimentation n'est pas assez forte. Ce serait dommage d'avoir autant de composants, mais de ne pas pouvoir les utiliser parce que bah, en fait, votre alimentation n'est pas assez forte. Si votre alimentation est forte, selon les alimentations, certaines ont la possibilité de stocker énergie pour pouvoir le réutiliser plus tard en cas de coupure de courant. D'autres ne le font pas et faites attention à ne pas avoir trop d'énergie parce que ça peut être dangereux. Et bien voilà, c'était tous les composants les plus importants de l'informatique. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par voir plus loin, bah, vous pouvez voir d'autres composants comme les CPU Intel ou AMD. Pour les cartes graphiques, il y a principalement Nvidia et AMD, mais il y en a d'autres, mais je n'utilise pas. Je ne vais pas vous expliquer tout en détail. Pour vous voyez comment marchent les écrans. Je pense que les écrans peuvent être très intéressants pour vous, pour savoir comment ça marche, quels sont les écrans les plus intéressants. Et bah, en lien avec les écrans et le graphisme, vous avez prise DVI, VGA, HDMI. Apprenez ça, ça peut être très intéressant et ça peut être très utile pour en savoir plus. Et en tout cas, voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours du dimanche d'aujourd'hui sur les composants d'un ordinateur et, et que peut-être que vous montrez des PC et que vous utiliserez mes connaissances que je viens de vous offrir pour créer votre propre PC. Franchement, c'est vraiment très intéressant de faire ça. Moi-même, je le fais et c'est ça fait du bien de savoir comment marche votre PC, à quoi est utile votre PC. Et donc, moi, j'adore. En tout cas, j'espère que vous appréciez. Si vous appréciez, pensez à mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi ce que vous auriez voulu savoir, vouloir connaître ou quoi que ce soit. Et bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Allez, salut. Et à dimanche prochain pour un autre cours du dimanche à 14h.